Eh bien, bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors, la perfection dont je présuppose l'humanité capable, c'est tout ce qu'on peut imaginer de bon pour une humanité. Et je pense que l'ensemble des 7 ou 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, si on leur pose une question, qu'est-ce que ce serait pour vous une humanité devenue parfaite, aurait à peu près une vision similaire de cette perfection. La fin des souffrances, la fin de l'homme qui n'est plus du tout un danger pour l'homme, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, une humanité entièrement réconciliée, unifiée, voilà, où l'ensemble humain sait qu'elle appartient à une seule et même famille. Voilà. Euh, la fin du gaspillage, la fin de... On peut tout imaginer, de tout ce qui est bon, eh ben, l'humanité se dirige vers cet état de perfection. Voilà. Mais cette perfection est un peu plus élaborée que ça, parce que je pense qu'il lui faudra encore 3, 4, 5 siècles peut-être d'évolution à l'humanité pour atteindre cet état-là. C'est pas quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts, parce que ça nécessite de faire bouger euh, tout- toutes les composantes de l'humanité. Et c'est ça qui est difficile en réalité pour faire une évolution rapide. Il faut que les peuples, d'abord, ensemble, puissent bouger. Mais ça, c'est peut-être les plus faciles à faire, à, à faire évoluer. C'est pas pour rien qu'on évolue vers la démocratie. C'est parce que la souveraineté du peuple. Donc, c'est parce que les peuples, par essence, sont plus malléables, plus doux, plus faciles à faire bouger que les dominants. Et ceux les plus radicaux, les plus difficiles, ce sont justement les dominants. C'est eux qui sont un peu plus complexes à faire bouger. C'est pour ça qu'il y a toutes ces tensions. C'est des tensions entre dominants. Les tensions qui se passent par exemple en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens, les Américains, les Européens et les Chinois un petit peu en arrière-plan, c'est juste des dominants, c'est des problèmes de dominants, c'est pas les peuples qui ont réclamé une guerre ou qui ont réclamé de résoudre le problème par le chaos, puisqu'ils en sont les premières victimes et les seules victimes globalement, parce que la plupart des dominants sont partis et les enfants des dominants sont partis. Ne sont pas dans les tranchées, ne sont pas en train de se tuer. C'est bien les, les enfants des peuples que les dominants font tuer, en fait. Et donc, euh, voilà. Et donc, c'est toute cette mécanique qui a bougé. Par exemple, là, il faut que on est en train de passer d'un modèle à un autre, c'est-à-dire d'un modèle unipolaire à un monde multipolaire. Il ne faut pas se leurrer, c'est exactement ce qui est en train de se faire, sauf que ça prendra. Il y a des résistances, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on passe sur un monde multipolaire, il y a ceux qui veulent rester sur un principe de domination, et donc il faut arriver à convaincre, à bouger ces lignes. Tout est très compliqué en réalité dans l'évolution de l'humanité. C'est pour ça qu'elle prend ce temps. Et en même temps, on vient de prendre conscience que quand on veut, on peut. Euh, le Covid a été un formidable éclaireur de notre capacité. D'un seul coup, le monde
a décidé, et c'est les dominants qui ont pris en charge ce travail, c'est leur rôle d'ailleurs, hein, de gérer l'humanité en somme. Eh bien, quand c'est eux qui donc ont, ont décidé d'arrêter l'humanité. Et on a réussi voilà, en quelques semaines à arrêter complètement l'humanité quasiment. Voilà, à masquer l'ensemble de l'humanité. On est capable de ça. Et le peuple est tout à fait, globalement, accepte les choses. Si on lui dit demain c'est fini, on ne fait plus la guerre, c'est fini, on ne déteste plus les autres, ben, le peuple se conformera facilement à ce genre de choses. Il est extrêmement docile, le peuple. Et c'est sur cette docilité, c'est sur cette bonté, c'est sur ce fond humain extrêmement positif que les dominants parviennent à s'affirmer. Et ils ont un sentiment de toute puissance quand ils arrivent à ruser et à maintenir un peuple tout entier. Un chef d'État qui est un peu dans la perversion narcissique, il est content de pouvoir domestiquer un peuple. Alors qu'il n'y a pas de... Il y a aucune gloire à tirer de cela. C'est juste, voilà, n'importe quel... d'être un renard pour faire lâcher un fromage à un corbeau, voilà, c'est pas glorieux, quoi. Bon, ça, c'est pour l'introduction un peu sauvage. Alors, je suis en train de travailler sur Saint-Simon à partir d'un livre du 19e siècle qui s'appelait bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, le dictionnaire de la conversation et de la lecture. Alors c'est incroyable quand même, quand on y réfléchit. Voilà, c'est un dictionnaire qui a 20 volumes et qui recense... Et ce 19e siècle, ce 18e et ce 19e siècle, c'est acharné à accumuler toutes les connaissances, à faire converger toutes les connaissances, à organiser toutes les connaissances à travers des encyclopédies. C'est hallucinant tout ce travail. C'est une bénédiction et on sent que c'est le début de... Voilà, nous sommes les héritiers de ça, de ce travail de nos frères humains qui, avant nous, ont essayé de rassembler toutes les connaissances pour comprendre le monde, voilà. Et c'est ce qu'on fait c'est ce que font les créateurs de Wikipédia, les créateurs de YouTube, les créateurs de Twitter, les créateurs, etc. On est dans le même principe. Euh, il y a des hommes qui ont envie, qui ont des visions comme ça, universalistes des choses, et qui font des choses très importantes pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Et donc, en 1873-75, est paru ce dictionnaire de la conversation, peut-être avant d'ailleurs, c'est peut-être plusieurs tirages. Et donc là, il y a quelqu'un qui a écrit sur Saint-Simon. Donc sur Saint-Simon, Claude-Henri, comte de Saint-Simon. Et donc c'est ce que je suis en train de lire. Alors, je vais reprendre la lecture. Et voilà comment donc le 19e siècle un peu conventionnel, voyait Saint-Simon. Saint-Simon qui critiquait le religieux, qui critiquait les dogmes religieux, qui critiquait les dominants des religions, parce qu'il voyait que l'humanité vise à aller vers l'égalité, vers le respect mutuel, vers la fin de l'autorité
malveillante, on pourrait dire. C'est pas une autorité malveillante parce que les religieux, c'est pas de la malveillance, c'est pas pour faire du mal en somme. L'homme ne cherche pas à faire du mal, même quand il le commet sans le vouloir, pardon. C'est pas une volonté, c'est toujours euh, voilà, une conséquence d'un désir de domination, d'un désir d'imposer son idée, d'un désir d'imposer sa vision. C'est poussé par un narcissisme, par un désir de domination, peu importe. Mais c'est pas un désir de méchanceté. L'homme n'est pas méchant par nature. Alors je reprends la lecture. Euh, il dit, il soulève parfois des questions de nature à faire réfléchir. Ainsi, lorsqu'il pose en principe que l'homme doit travailler, il se traîne dans l'ornière des banalités pour devenir original en ajoutant que le moralisme doit pousser l'opinion publique à punir le propriétaire oisif en le privant de toute considération. Mais voilà, et là on voit que c'est quelqu'un qui était dans le monde réactionnaire, celui qui a écrit l'article sur Saint-Simon. C'est quelqu'un qui était du côté de l'ordre établi, des choses qui doivent continuer telles qu'elles sont, avec un système dominant, un système des propriétaires dont on ne doit pas remettre en cause les comportements, les conduites, sauf que l'histoire lui a démontré que c'était Saint-Simon qui avait raison. Euh, on- les luttes ouvrières ont constamment fait évoluer les, les, les mœurs et gagner des libertés humaines et des acquis sociaux. Voilà. Et donc, il avait raison qu'il fallait punir, moraliser les propriétaires oisifs qui abusent de leur, de c'est pas punir évidemment, mais la société doit évoluer dans ce sens-là. On est encore dans un système aristocratique, c'est clair. On est encore dans un système où un milliardaire peut transmettre sa fortune et, euh, et en fait, c'est c'est pas on nous fait penser que le mérite a quelque chose, mais en réalité, on n'est plus dans un système comme ça de mérite, de méritocratie. C'est un népotisme éclairé, tout simplement. Mais il tombe bien vite dans l'absurde en proposant de substituer ce principe à la maxime évangélique. Ne fais pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Ben oui, il voulait juste qu'on utilise ces écrits, puisqu'on se dit chrétien. Si on se dit chrétien, eh ben on, on incarne les valeurs du christianisme. À l'époque, on parlait le christianisme était roi en France. Maintenant, il commence à être dilué avec les autres religions et c'est une bénédiction, c'est très intéressant qu'il y ait tout un apport. Ça enlève de la toute-puissance à un système et, euh, et ça oblige les religions à commencer à se fédérer, à aller un peu les unes vers les autres. Eh bien, il avait raison que ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse à vous-même. Mais elle est juste, cette maxime. Alors pourquoi les patronats du 19e siècle traitaient les ouvriers comme ils les traitaient? Ils n'auraient jamais voulu qu'on les traite comme ça, évidemment. Donc ils n'étaient pas chrétiens, même s'ils allaient à l'église et qu'ils avaient les meilleures places à côté du curé, dans la crypte. Voilà, mais on s'est éloigné complètement, le christianisme à ce moment-là s'est éloigné en devenant, en passant du côté du pouvoir, il s'est éloigné de sa vocation fondamentale.
cherchait d'ailleurs à analyser cet ouvrage, à en tirer une idée vraiment neuve, féconde, applicable, serait peine perdue. Ah ben, je vais le trouver, ce bouquin alors. Introduction aux travaux scientifiques du 19e siècle. On va lire ça. Lettre d'un habitant de Genève. Tous les efforts du monde n'aboutiraient qu'à recueillir de grandes phrases vides de sens ou encore des lieux communs, plus ou moins bien dissimulés sous une terminologie nouvelle à l'usage spécial du travail confus de sa pensée. Eh bien, si c'est pas à charge, ça, voilà, mais c'est exactement ce que les médias, par exemple, ont dit des gilets jaunes au début, quand ils venaient parler à la télévision. La plupart avaient des idées vraiment intéressantes et progressistes. Et voilà, c'est le système. Aujourd'hui, euh, les, là, c'était les intellectuels, certains intellectuels qui protégeaient le pouvoir, qui ne voulaient pas qu'on le conteste, etc. Les religieux. Et là, maintenant, ben, c'est les journalistes, une grande partie des journalistes, des médias conventionnels, des philosophes de salon qui passent à la télévision, etc. Et qui veulent surtout pas qu'on conteste le système et qu'on essaye de le faire évoluer. En 1810, dans des lettres adressées au Bureau des Longitudes, il gourmande de ce corps savant et l'Académie des sciences qui manquent à leur devoir envers l'humanité, en ne revenant point aux idées de Descartes. Descartes, leur disait-il, avait monarchisé la science. Newton l'a républicanisée. Il l'a anarchisée. Vous n'êtes que des savants anarchistes. Vous niez l'existence, la suprématie de la théorie générale. Mais qu'était-ce donc que cette théorie générale, inconnue par les savants de son temps, dira-t-on? C'étaient ces idées générales sur l'organisation de la science, de la société et de la vie humaine, qu'il se proposait de formuler dans une encyclopédie nouvelle dont il fit paraître le discours préliminaire en 1810. Eh bien oui, bien sûr qu'il voulait réformer tout ça, tout ce qui était sclérosé. C'était légitime, comme aujourd'hui, ben moi je lutte depuis 20 ans pour essayer de faire bouger cette société qui est sclérosée par le néolibéralisme. Tout simplement parce qu'il est devenu tout puissant. Donc il a écarté de ce qui lui fait face, tout ce qui pouvait le contester. En prenant le pouvoir, le néolibéralisme, dans les années 80, a écarté tous les systèmes chargés de le surveiller, de le critiquer, de le maintenir dans les rails, de lui servir de garde-fou. Et en faisant ça, eh ben, il est rentré en toute puissance. Et la toute puissance, c'est la pire des choses pour n'importe quel individu et pour n'importe quel système. Pour un individu dans un village, par exemple comme ici, si un type rentre en toute puissance, dominateur, il fait ce qu'il veut, etc. C'est un jour ou l'autre, il se fait massacrer parce qu'il va révolter tellement de monde que à un certain moment, ça devient insupportable. Ou alors il faut être dans un monde de non-droit. Mais dans un système de droit, et même dans un monde de non-droit, ça ne fonctionne pas. Et pour un État, c'est la même chose. Un système qui rentre en toute puissance, eh ben, il va soulever de plus en plus d'agressivité contre lui jusqu'à ce qu'on le renverse. Tant qu'il reste dans la surdité, il est un danger pour lui-même. Parce que la haine se cristallise jusqu'au moment où on le renverse. C'est ce qu'a fait, c'est ce qui s'est passé avec Hitler et Mussolini. Ils ont révolté le monde et Hirohito. Ils ont révolté le monde jusqu'à un certain degré où l'ensemble humain est venu et l'ont canardé et l'ont éliminé. Voilà.
Il dédiait cette encyclopédie nouvelle à son neveu, le marquis, aujourd'hui duc de Saint-Simon, sénateur, et imprimait la lettre qu'il lui écrivait à cette occasion. On y lit que l'histoire apprendra à son neveu, qui, en sa qualité de chef de la famille Saint-Simon, a maintenant de grands devoirs à remplir. À l'époque, il était donc encore en vie et connu. Que tout ce qui a été fait, que tout ce qui a été dit de grand a été fait, a été dit par des gentilshommes. Que Charlemagne, l'ancêtre de Saint-Simon, Pierre le grand Frédéric et l'empereur Napoléon étaient nés gentilshommes. Que tous les penseurs de premier ordre, tels que Galilée, Bacon et Newton, étaient aussi gentilshommes. Alors là, voilà, je vais finir là-dessus. Et sur la mécanique universelle, je démontre que c'est une stupidité, voilà, que le, moi j'en suis la preuve, je suis un descendant direct de grandes lignées d'esclaves, vraisemblablement. C'est, ça n'a rien à voir. Et là, c'était juste parce que les gentilshommes l'aristocratie avait accès à la culture, etc. Mais ils n'étaient pas. Dans le peuple, il y avait des génies qui ne pouvaient pas accéder au génie. Moi, par exemple, je suis le symbole même des nouvelles capacités de réflexion qu'un être humain euh, dont tout était fait pour que au 19e siècle, au 18e siècle, j'aurais été un esclave dans n'importe quelle usine ou je sais pas. Bref, il s'est trouvé que sans avoir fait aucune étude, avec aucun diplôme, j'ai accès à la connaissance, j'ai accès à pouvoir diffuser ma théorie, à écrire, à avoir le temps nécessaire, à avoir eu le temps nécessaire pour pouvoir me consacrer à l'art et puis après à la philosophie, alors que voilà, rien ne me prédestinait à ce genre de choses et on aurait très bien pu passer au travers de cette aptitude particulière liée à mon autisme vraisemblablement et à la capacité des Asperger à pouvoir imaginer ce que j'imagine. Et je le fais très mal, bien entendu. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un philosophe universitaire ou avec un penseur qui est bien aguerri et bien accompli, mais ça aura peut-être son œuvre. Ça fera. Et en fait, là, on est dans un moment où on montre que le génie, il est de partout. Il n'est pas forcément chez les gentilshommes. Donc, lui, il défendait, c'était légitime, et puis il est critiquable comme tout le monde. Saint-Simon, je pense qu'il avait tort. À son époque, les gentilshommes étaient. Ce qu'il appelle les gentilshommes, c'est l'aristocratie. L'aristocratie était importante et on était dans un système plutôt aristocratique. On ne parlait pas tellement de démocratie. Mais voilà, c'était juste un moment. Donc il avait peut-être raison pour son époque, mais pas pour la totalité de la pensée. Voilà, mes chers amis. Si vous pensez que ces idées ont un peu d'importance pour l'ensemble humain, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler, envoyer le lien à vos amis. Il y a tout le protocole pour faire ça. Vous pouvez également laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà. À très bientôt. On va continuer sur Saint-Simon et là on découvre vraiment la puissance de cette pensée incroyable et formidable qu'il va falloir remettre au goût du jour. À très bientôt.